Avant d'être le recteur de l'Académie de Corse, Michel Barra est un enfant du pays. C'est d'ailleurs dans la maison de sa mère qu'il s'est installé depuis sa retraite en 2016. C'est là qu'il a conservé tous les albums photos de famille, albums que nous allons feuilleter ensemble, avec ou sans filtre. Bienvenue dans votre vie, Michel. Vous connaissez ces photos, hein? C'est quelques-unes des photos marquantes de votre vie. On va la retracer, justement, votre vie, si vous le voulez bien, dans différentes pièces, et à travers les clichés marquants. D'accord. Et les clichés marquants que j'ai trouvés dans vos albums photos, on va commencer par celui-ci. D'accord, oui. Parce que tout le monde ne le sait pas, il y a même beaucoup de monde qui ne le savent pas, justement. Vous avez des origines corses, Michel Barra. Ah bah ma mère est corse, elle s'appelle Martini. Et là, c'est une photo qu'on a retrouvée pour l'émission d'ailleurs, et qui me rappelle des choses que peut-être j'avais enfouies très loin dans le passé. C'est la bergerie de mon grand-père, qui s'appelait Barthélemy. C'était un berger de Coasquara, mais là, on n'est pas à Coasquara, on est sans doute à la Cruciate, qui étaient les terres d'hivernage de ces troupeaux. Vous êtes là, vous êtes tout jeune. Ah là, oui, c'est moi, je reconnais. Là, il y a votre sœur, dont on reparlera tout à l'heure, oui. Effectivement. Toute cette famille, qu'est-ce qu'elle est devenue, cette petite bergerie du côté de Coasquara? Cette maison, elle est passée chez une grande cousine qui est elle-même décédée, et je ne sais plus exactement qui est le propriétaire aujourd'hui de cette maison. Mais quoi qu'il en soit, votre maman était venue acheter une maison. Aujourd'hui, vous habitez, vous, hein, sur la commune de Cotitiavari. Non, Pietrosel. Pietrosel, oui, effectivement. Oui, bon, c'est une histoire d'indivision. D'ailleurs, de mon arrière-grand-père, Jules, les partages sont toujours pas faits. Ma mère, en ayant un petit peu assez des transactions, se faisant pas, a décidé tout simplement de vendre ses droits à la famille, ce qui fait que ça, elle a acheté, il y a beaucoup d'années maintenant, un terrain à Pietrosel sur lequel est construit depuis 1981 ce qui est aujourd'hui ma maison. Martini, donc. Maman Martini. De quoi? Là, on vous voit avec votre papa. On vous reconnaît, là. Enfin, on vous reconnaît, oui, on vous reconnaît. On arrive à me deviner, oui. Votre épouse. Mon épouse. Alors, vous êtes né à Cormeilles, en Parisie. Parce que votre grand-père, Barthélemy Martini, il était berger, bien sûr, mais après, il est allé comme petit fonctionnaire. Enfin, je dis petit fonctionnaire. Oui, ça, petit fonctionnaire sur le continent. Comme beaucoup de Corses, il est parti sur le continent comme petit fonctionnaire pour apporter des sous à la famille ici. Hein. Il est parti comme gardien de prison à la centrale de Poissy. Votre papa, il est principal de collège. Il termine principal de collège. Votre maman, institutrice, directrice d'école aussi. Mais mon père, au départ, a commencé instituteur. Votre femme, institutrice. Institutrice, oui. Dans la famille, on est instituteur. Mon grand-père a été instituteur et directeur d'école à Cormeilles en Parisis. Mais justement, Michel, on est instituteur, mais on dirige. Non, c'est des carrières... surtout pour ma mère et pour mon grand-père, qui sont des carrières quasiment normales d'instituteurs qui terminent directeur d'école. D'accord. Il n'y a rien d'extraordinaire. Mon père, c'est un peu différent. Pourquoi? Parce que, bon, lui, c'est principal, alors qu'il était qu'instituteur. Ensuite, il est devenu maire de la ville dont il a été le directeur du collège, etc. Donc, il a, lui, un destin qui est plus atypique. Eh bien, on va le retrouver tout à l'heure, le dessin de votre papa. Mais d'abord, j'aimerais bien qu'on voit un petit peu cette photo-là, justement. Votre sœur. Ah, ça, c'est Daniel, effectivement. D'ailleurs, cette photo, je pense qu'elle a été prise à quelque chose qui est encore beaucoup plus lointain dans mon esprit ou dans mes mémoires. Je pense que ça a dû être pris à Saint-Saulve d'Auvergne, qui était le lieu où mon grand-père, mon père et ma mère conduisaient la colonie de vacances de la ville de Cormeilles-en-Parisis. Je pense que c'est là, et c'est quelque chose qui était... Mais là, c'est bien Daniel, et puis sur ses épaules, c'est moi. Parce que ce qui se passe dans cette émission, effectivement, c'est que des photos arrivent à vous faire retrouver un petit peu la mémoire. Vous me disiez que votre sœur, plus brillante que vous, me disiez-vous. Oui, Daniel était extrêmement brillante. Professeur aux États-Unis. Daniel était une agrégée d'anglais qui est devenue professeur de littérature comparée aux États-Unis, oui. Et qui est décédé. Daniel est décédé d'un cancer. Elle n'avait pas 60 ans. On continue là. On vous reconnaît, ou pas? Ou pas, oui. Barra Michel, lettres supérieures. Nous sommes en 1966. Oui. Vous sortez du lycée. Donc ça, c'est Hippocagne. C'est l'Hippocagne, oui. Vous avez envie quand de faire de la philosophie? C'est une affaire un peu plus difficile, compliquée. Bon, d'abord, après la terminale, puisqu'il fallait d'abord que j'ai eu connaissance réellement de ce qu'est la philosophie. J'ai longtemps hésité entre trois choses.
les lettres classiques, latin grec, la philosophie et peut-être l'histoire. Sauf que la philosophie, vous allez en faire un assez haut niveau, puisque vous êtes agrégé de philosophie en 1975. Oui. Vous faites une thèse d'État. Oui, absolument. Je tiens à dire qu'elle est d'État. Hein. Exactement. Et vous allez dans l'enseignement. Absolument. L'enseignement, on va en parler dans la pièce d'à côté. Mais il nous reste une dernière photo à découvrir, si vous le voulez bien, Michel. C'est celle-ci. Oui, c'est une photo amusante. Et... Votre papa. C'est mon père, oui. On est à Herblay. On est à Herblay. Maire d'Herblay jusqu'à 83 ans. Oui, quelque chose comme ça. Et vous avez 26 ans, maire d'Herblay. Ça, c'est celui qui lui a succédé. Mais avant que... Non, celui qui a succédé, c'est celui-là. C'est moi. C'est moi. Exactement. Et l'autre, là, qui est là, c'est celui qui m'a battu aux élections. Ah. Et pour qui j'ai de l'estime et de l'amitié. Vous voyez comment on peut faire d'ailleurs un rapport aux politiques un petit peu différent. Donc effectivement, vous avez succédé à votre père, pas longtemps, hein? 1 an et demi. 1 an et demi. Mais il y a quelque chose aussi qu'on ne voit pas sur cette photo, c'est qu'avec votre papa, vous êtes rentré en même temps en franc-maçonnerie. Oui. Vous avez 40 ans, là, vous êtes frisé d'ailleurs. Oui, attendez, là. Frisé, je suis, vous savez, il y a la fameuse, le Corse aux cheveux plats, c'est moi. J'avais, quand j'étais beaucoup plus jeune, la flemme de me... Mes cheveux partaient dans tous les sens. Je dis, on va friser, on aura la paix tout le temps. Eh bien, justement, cette entrée en franc-maçonnerie, ensemble, vous allez nous l'expliquer dans la pièce d'à côté. Pourquoi on rentre en franc-maçonnerie? Qu'est-ce qu'il y a dans la franc-maçonnerie? Parce que vous ne vous en cachez pas, et c'est très intéressant dans votre parcours. Je ne vois pas pourquoi on s'en cacherait, d'ailleurs. Bon. Eh bien, c'est une mise au point sur votre parcours. On va en parler très clairement. Mais... On va s'asseoir. Allez, venez, on va s'asseoir. Voilà, on y va. Allez Michel, la séquence mise au point, c'est ici que ça se passe. La mise au point sur votre carrière. Prenez place à votre siège et vous allez vous laisser guider. Les photos vont se succéder sur ce mur et vous allez me les commenter. Hein. On garde le même principe. Voilà, vous êtes bien? C'est parfait. Allez, ça commence par cette photo. Oui. Vous avez une quarantaine d'années. Vous êtes franc-maçon, mais vous êtes le plus jeune grand maître. Oui. Je suis resté assez longtemps, d'ailleurs, le plus jeune grand maître. Quelle loge? La Grande Loge de France. Grande Loge de France. Et puis, de 6 mois, il y a Alain Boer qui m'avait battu, au Grand Orient. 2 questions, Michel. Pourquoi vous êtes franc-maçon? Pourquoi le pouvoir? Pourquoi le vouloir? Pourquoi devenir grand maître? Bon, il y a 2 choses. Il y a le pourquoi êtes-vous franc-maçon et pourquoi avez-vous été grand maître, qui sont 2 questions quand même différentes. Franc-maçon, c'est un petit peu, vous savez, jeune étudiant en philosophie, je pouvais m'imaginer, je dis bien je pouvais m'imaginer, parce que c'est de l'ordre de l'illusion, que par exemple les francs-maçons avaient des clés pour comprendre la partie dite ésotérique d'Aristote. C'est totalement faux. Deuxièmement, peut-être aussi, et là c'est moins faux, il y a quand même une filiation qui est celle de ce qu'on a appelé la philosophie des Lumières, qui n'est pas tout à fait de la philosophie au sens strict du terme, mais qui est un point de vue philosophique sur la société, voire sur la politique. C'est ça qui m'a conduit à chercher à être en franc-maçonnerie. Ce n'est pas nécessairement ce que j'y ai trouvé, mais c'est autre chose. Ça, comme... Vous avez même été un petit peu déçu. Finalement. Au départ, déçu, oui. Ouais. Mais, attendez, au départ, oui, parce qu'on ne trouve pas... Mais j'ai trouvé autre chose. Si aujourd'hui, je peux m'expliquer sur des sujets un peu difficiles, c'est grâce à la franc-maçonnerie, parce que le public franc-maçonnique dans une tenue, il y a tout le monde. Et qui ne sont pas nécessairement des gens qui sont des intellectuels. Donc ça oblige, quand on explique les choses, à se faire comprendre. Pour moi, la maçonnerie a quand même été une école populaire qui a réussi. Grand maître, vous êtes un homme de pouvoir. D'autorité. C'est quoi la différence entre un homme de pouvoir et un homme d'autorité? Le pouvoir, si c'est du vrai pouvoir, on utilise d'une manière ou d'une autre une force sur les autres, une contrainte. Dans l'autorité, on n'exerce pas de contrainte. On exerce, le mot c'est donc une autorité, c'est-à-dire qu'on joue le rôle de référence, je dirais, et non pas de pouvoir, ce qui n'est pas tout à fait pareil. Hein. Il y a une grande différence. Si on me dit est-ce que je suis un homme d'autorité, je répondrai oui, de pouvoir, pas tellement. Quand on est grand maître, on voyage beaucoup.
pour convertir, hein, j'ai envie de dire, hein, c'est presque un bâton de pèlerin, pour en tout cas recruter. Non, on convertit personne. Enfin, pour recruter en tout cas. Non, justement. Alors, c'est la grande différence, effectivement, du moins dans ma conception, peut-être que d'autres obédiences que la mienne, ou d'autres grands maîtres que moi, y compris dans mon obédience, on n'a pas à recruter, on ouvre, on tend les bras à ceux qui veulent venir nous voir, on explique ce que c'est que la maçonnerie, mais on n'a pas à faire de prosélytisme. Je pense même, quand vous disiez d'issue, que quand la maçonnerie se met à faire du prosélytisme, il peut lui arriver, à mon avis, des malheurs et une certaine décadence. Je vais être très clair là-dessus. Peut-être qu'il y a certains lieux où il y a trop de francs-maçons. En Corse, notamment peut-être. En Corse, il y en a vraiment beaucoup. Au cours de vos nombreux voyages, parce que vous avez parcouru le monde entier, vous avez ouvert des loges vraiment un petit peu partout dans le monde, oui. Vous croisez cet homme-là dans l'avion. Alors, Charles Pasqua, je le croise dans l'avion le jour où je vais ouvrir la 2e ou la 3e, je ne me souviens plus, loge à Tahiti. Et cet homme-là, il y a une espèce de coup de foudre peut-être, alors je ne dirais pas amical, mais il y a un vrai coup de foudre. Charles Pasqua, pour moi, est un homme bon. C'est une image qui n'est rarement donnée. On parle du terrible monsieur Pasqua. Je pense même que l'un de ses défauts, c'est qu'il était parfois trop gentil et se laissait convaincre trop vite par le dernier qui avait parlé. Vous voyez, c'est pas du tout l'image qu'on fait. Non, Charles Pasqua, je l'ai rencontré donc dans l'avion qui me conduisait à Tahiti. C'était ma dernière année de grand maître. Et il a une idée. Il vous dit, j'ai envie d'ouvrir quelque chose, j'ai envie d'ouvrir une faculté. Voilà, et il me dit, Pasqua, je souhaite que vous travailliez avec moi, et j'ai 2 propositions à vous faire, vous choisirez cette alternative. Ou vous prenez en main l'université que je veux construire à la Défense, qu'on voit en image, là, ou j'aimerais que vous représentiez la délégation au plan auprès de Bruxelles. La politique, votre femme, elle dit non. On verra tout à l'heure. Ma femme ne souhaitait surtout pas aller à Bruxelles, c'est surtout ça. Donc, vous choisissez le pôle universitaire Léonard de Vinci. Je suis quand même fait plus pour ça. Alors, avant de revenir justement sur votre fonction, en quelques mots, pôle universitaire, les fameuses facs Pasqua, on n'en dit que du mal à l'époque. Et pourtant, c'est un geste complètement désintéressé, entre guillemets, de sa part. Effectivement, c'est son histoire à lui, qui a fait peu d'études, et qui souhaitait qu'il y ait la naissance d'une structure universitaire à des finalités professionnelles. Je rappelle que quand... C'est en quelle année, ça, justement? Quand ouvre pour la première fois en 1995, Léonard de Vinci, il n'y a pas encore de licence professionnelle ou de master professionnel à l'université. C'est de ça dont il s'agissait. Donc l'idée est bonne, en fait. L'idée est excellente. L'idée est bonne, sauf que son tort à Pasqua, ça peut être été d'appeler ça université, parce que c'était privé. Alors, la question, elle est la suivante. D'ailleurs, vous voyez que ça ne s'appelle pas université, mais pas l'universitaire. Cela dit, contrairement à l'élémentaire et contrairement au secondaire, le premier article qui gère l'université, c'est l'enseignement supérieur est libre. Donc, il ne vraiment pas de souci. Par contre, c'était le problème de la collation des diplômes qui doit rester à l'État, et moi je suis partisan qu'il reste à l'État. Il y avait donc un souci. Mais comme c'était des diplômes professionnels, ça dépendait du Premier ministre et par délégation du ministère du Travail et pas de l'enseignement supérieur. Ça a été quand même une réussite parce que les premiers qui sont sortis ont tous eu du travail. Ils n'ont pas tous eu le diplôme, mais ils ont tous eu du travail. Elle existe encore, cette fac. Beaucoup dans l'anonymat. Finalement, ça a marché, la fac Pasqua. Ça a marché. Mais revenons sur vous, parce qu'on ne va pas... Voilà, revenons sur vous. Vous êtes directeur de cette fac Pasqua. Oui. C'est vous qui recrutez tout le monde. J'ai recruté tout le monde, oui. Pour quelqu'un qui n'est pas un homme de pouvoir, encore une fois, vous êtes bien installé. Ça dure combien de temps? Je suis rentré fin 93 et je suis parti entre 2000 et 2001. Pourquoi vous partez?
Disons que Charles Pasqua avait écouté d'autres oreilles, d'autres langues que la mienne. Et vous traversez une sale période, justement. Oui, 2001. C'est pas été une période des plus Alors, j'ai mis une photo avec votre femme. Là, c'était l'arrivée à Tahiti. Parce que justement, votre femme, elle n'a pas voulu que vous alliez dans la carrière politique, si j'ai bien compris, du côté de Bruxelles. Elle voulait surtout pas aller à Bruxelles. Par contre, elle vous dit, tiens, si tu devenais recteur, et c'est elle qui vous pousse à devenir recteur. Et oui, c'était elle qui m'a dit, une fois que j'ai quitté Léonard de Vinci, là, bon, c'est la photo de notre arrivée à Tahiti. À Tahiti. Mais celle qui vous dit, on va en Nouvelle-Calédonie. C'est celle du départ. Oui. C'est des coquillages. Oui. Ça serait des fleurs si c'était l'arrivée. Qui, elle, me dit, pourquoi t'essayes pas d'avoir une carrière comme recteur, etc. J'y avais jamais pensé, il faut lui dire. Et il se trouve que j'avais un ami qui est un russophile, parce qu'il est d'origine russe, M. de Boisuc, qui a été un moment ministre de l'Enseignement supérieur d'ailleurs, à qui j'en parle comme ça, mais vraiment comme ça, qui me lance dessus vers cela. C'est comme ça que j'ai d'abord été nommé vice-recteur de Nouvelle-Calédonie. Premier geste que vous faites quand vous arrivez en Nouvelle-Calédonie, vous dites à votre femme qui est institutrice, bon, toi, tu te mets au chômage, parce que là-bas, alors c'est pas la corcisation des emplois, mais effectivement, c'est pire. C'est pire. Non, donc, c'est même avant de partir. Vous lui dites, faut pas que tu sois institutrice là-bas. Ça se passe pas trop mal en Nouvelle-Calédonie. Ça se passe plutôt très bien. Ça se passe plutôt très bien. Et puis vous êtes nommé en Corse. Pour être même très franc, si je n'avais pas été nommé en Corse, vous seriez en Corse. C'est M. Darcos qui me propose, je serais resté en Calédonie et je serais à la retraite depuis beaucoup plus de temps en Calédonie et avec une retraite beaucoup plus élevée puisque j'aurais été indexé. Donc vous voyez que la carrière n'a pas été faite pour des questions financières. Vous revenez en Corse, chez vous, on vous voit en uniforme de recteur. Alors on est aussi puissant qu'un ministre quand on est recteur. Oh non. Faut pas exagérer. Non. J'ai la signature du ministre. Vous avez la signature du ministre. Eh bien justement, les ministres, on va pas en parler dans cette pièce-là, on va en parler dans la pièce d'à côté. Votre relation avec les ministres, comment ça s'est passé? On y va? Allez, tout à fait. Suivez-moi. Troisième séquence. Michel, asseyez-vous. C'est votre vie médiatique, entre guillemets, ce qu'on voit de vous sur les différents réseaux sociaux, dans les médias. Mais avant cela quand même, j'ai parlé des ministres et je vais tenir parole. Les ministres, en voici quelques-uns que vous avez... On dit servi? Vous les avez servis, ces ministres? Non, moi j'ai servi l'État, je ne pas des ministres. Qui sont censés, comme le mot l'indique, d'ailleurs, servir l'État. Vous en avez connu combien, de ministres de l'Éducation? Alors, on va faire la liste, parce que... Bon, M. Darcos était avec M. Ferry. Ensuite, M. Fillon, oui. M. de Robien, M. Payon, non, j'ai oublié M. Châtel, entre-temps, bien sûr, M. Payon, M. Hamon et Mme Belkacem. D'accord. On vous voit avec Payon. Payon, c'était votre ami? Vraie connivence intellectuelle, il est philosophe aussi. C'est votre préféré? Oui. C'est votre préféré. Est-ce que c'est le meilleur? Oui. C'est le meilleur aussi? C'est ce que je pense, oui. Qui c'est le pire? Châtel. Châtel le pire? Ah oui. D'accord. Et ils ont tous initié des politiques. Il y a des réformes de l'éducation. C'est pas l'homme politique Châtel que je mets en cause. C'est une erreur de casting à l'éducation nationale. Ok. Aujourd'hui, vous êtes à la retraite. Mais avant de parler de la retraite, justement... On va parler, quand on est en retraite, on pense encore à son avenir, j'imagine. Oui, bien sûr, oui. Mais ici, on ne pense pas. On écoute, c'est Vincent Istria qui se charge de parler de votre avenir. On regarde ce que ça donne et vous allez me dire si oui ou non vous l'imaginez comme ça. D'accord? Allez, c'est parti. 2020. Depuis son départ à la retraite en 2016, qu'il avait déjà longtemps retardé, Michel Barras s'ennuie ferme. C'est pourquoi il décide de se remettre à faire de la philosophie, selon son propre choix d'expression, en toute modestie. Parce que bon, après une vie entière à étudier la philosophie, un doctorat S-lettres, section philosophie, un CAPES et l'agrégation de philosophie, c'est encore presque un amateur.
Encore que, lorsqu'on voit les titres de ces thèses déjà parus, comme par exemple l'altérité et l'image de la femme à travers la symbolique et les textes gnostiques, on se rend compte qu'il a déjà bien saisi l'aspect obscur et exagérément compliqué de la discipline. Histoire de transmettre ce goût du compliqué et de l'abstrait, mais aussi de sortir de son ennui, il décide de fonder la première école corse entièrement consacrée à l'étude et à l'apprentissage de la philosophie, qu'il dirigera et dans laquelle il enseignera. L'idée derrière cette démarche, c'est de réinstaurer une certaine forme de philosophie des Lumières en Corse, ainsi que de créer une nouvelle génération d'élites intellectuelles. Ainsi, il espère élever le niveau culturel moyen et donc créer de meilleurs citoyens. Le problème, c'est que le public n'arrive pas à passer outre l'appartenance de Michel aux francs-maçons. À l'ère des théories du complot sur Internet, les réseaux sociaux s'enflamment contre l'idée qu'un franc-maçon assumé puisse formater les pensées de nos jeunes pousses. Les amateurs de complot s'en donnent donc à cœur joie et rapidement, de nombreux élus sont accusés de prendre part à la conspiration. Tout le monde se méfie de tout le monde. On va même jusqu'à soupçonner Michel d'être un reptilien jésuite franc-maçon templier poutiniste extraterrestre, doublé d'un intellectuel, en plus, ce qui n'arrange rien. Mais Michel n'a jamais été du genre à se laisser effrayer par l'opposition. Il continue donc tranquillement son travail, participant à créer en Corse une société, on l'espère, plus ouverte et plus cultivée, dans la transparence. Moralité, expliquer la philosophie, c'est important, mais c'est compliqué. Réaction? Ah, il me donnerait presque une idée. Hein. Non, oui, mais c'est une idée. Hein. Non, mais il reprend quand même quelque part une de vos idées, c'est que le savoir est émancipateur. Oui, et la Corse a besoin de savoir. Tout à l'heure, on a vu les ministres. Je vous ai répondu que Payon était sans doute celui que je trouvais le plus compétent et le meilleur, parce que son idée centrale, c'est de dire que le savoir est émancipateur, qui est d'ailleurs le cœur même de ce que devrait être la République française. Aujourd'hui, et je comprends bien, même y compris les obstacles à surmonter pour faire de la philosophie en Corse, c'est que nous sommes entrés dans une ère qui est, je veux dire, de la haine de la raison, et dans lequel on n'a plus beaucoup d'intérêt pour le savoir. L'école, encore moins l'enseignement supérieur, n'est une des vraies préoccupations de la population française. Alors que la République, elle a été fondée justement avec l'école. Et une de vos théories, ce serait de remettre cette école, qui est aujourd'hui un petit peu à la périphérie, comme vous dites, plus encore au centre. Ah, tout à fait, oui, tout à fait. Oui. Ça sera peut-être votre combat, là, pendant la retraite? C'est un combat qui est possible. C'est un combat qui est possible. Y compris au cœur de la société corse. Un mot quand même sur le bilinguisme et la co-officialité. Je sais que quand vous étiez recteur, vous vous êtes battu, on peut le dire, hein, pour le bilinguisme, mais pas forcément pour la co-officialité. Alors, pour deux raisons. La première qui est, je dirais, structurelle. Le recteur n'est pas un homme politique partisan. C'est-à-dire, je n'ai pas à prendre parti sur les débats politiques directs de... J'ai bien dit partisan, parce que je pense qu'on a une fonction politique. Donc, comme recteur, je n'avais pas à parler de la co-officialité. En revanche, je pouvais très bien parler du bilinguisme, puisque l'on constate que le bilinguisme développe la faculté linguistique en elle-même et permet, même sur une autre langue, et en particulier sur la langue maternelle que serait le français, le développement. L'autre, pourquoi ? Parce que la co-officialité, c'est une mesure administrative, c'est pas une mesure pédagogique, c'est pas une mesure culturelle, qui contraint plus qu'elle ne libère, qui peut peut-être plus séparer que joindre, que réunir, alors que le bilinguisme réunit. Vous n'êtes plus recteur, donc là vous parlez en votre nom, et si j'ai bien compris, c'est que le bilinguisme rapproche, la co-officialité séparait les Corses. C'est ça votre idée? C'est d'ailleurs le type de problème. Le Corse qui ne parle pas corse, il y en a beaucoup. Ben oui. C'est même la majorité des Corses. Le jour où il voudra avoir une fonction publique, il va falloir lui apprendre le corse. Oui. Et qu'est-ce qu'on fait de tous les instituteurs, de tous les profs, de tous les agents territoriaux qui ne sont pas bilingues si on a la co-officialité? Ah oui, il ne faut pas que la langue devienne une querelle. Il faut que la langue et la défense de la langue corse soient un trait d'union. La langue, c'est fait pour rapprocher les gens, théoriquement, absolument, pour qu'ils se parlent, effectivement, pas pour qu'ils s'ignorent. Dernière photo, à votre bureau. Vous écrivez encore aujourd'hui? Vous préparez un nouveau livre ou pas? Je tente d'écrire un nouveau livre, effectivement. Bon, je vous en avais en aparté parlé. Oui. Bon, moi, je suis, en tant que philosophe, j'espère être un peu plus qu'un professeur de philosophie, l'héritier de la grande tradition existentialiste, c'est-à-dire Heidegger, et puis héritier de l'une des plus grandes pensées, elle est encore du 19e siècle, mais elle est morte sur le 20e aussi, qui est celle de Karl Marx.
Et on est obligé de constater que c'est les deux pensées qui survivent. C'est ces deux pensées qui survivent, mais c'est les deux pensées qui ont engendré des monstruosités. Exactement. Et le communisme et le nazisme. le stalinisme. Je préfère dire le stalinisme d'ailleurs que le communisme. Je suis d'accord avec vous. Et vous écrivez là-dessus C'est comment on fait quand on a été nourri par ces deux philosophies intellectuellement pour essayer de penser sans engendrer une monstruosité. C'est le sujet. La pensée est totalitaire. Voilà, la pensée est totalitaire. totalitaire. Avant cela, je vais faire un petit selfie si vous le voulez bien. C'est la tradition de l'émission. Allez, levez-vous, mettez-vous à côté de moi. Hop, je vais vous aider. Ouais. Voilà. Merci à vous. Je vous en prie. Avec plaisir. Vous en faites des selfies ou pas d'ailleurs? Non. Très peu. Il faut sourire sur un selfie. Vous voyez, c'est un point que je ne sais pas. Voilà. Vous savez que c'est une des grandes causes de mortalité, le selfie. Par accident, non mais c'est vrai, c'est pas une blague. C'est vrai. Mais vous n'avez pas raconté de blague, vous avez dit que la vérité tout au long de l'émission. Ah oui, mais il faut le dire d'une manière... Merci bientôt, Michel, à bientôt, c'était un plaisir, au revoir.